Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Serge Brombert dans le studio de Radio J. Serge, bonjour. Bonjour Lise, plaisir partagé. Alors, nous sommes ensemble pour parler de votre film qui passera dans le cadre de Diasporama. Je montre à l'antenne, pour ceux qui nous regardent, je montre la couverture. Alors, Diasporama, c'est du 28 janvier au 10 février. Regard sur le cinéma juif international. Des films inédits et patrimoniaux à voir en France, tenez-vous bien, en salle ou en ligne. C'est très important parce que ça permet, en ces temps de froid polaire, si on a envie de voir un film et qu'on n'est pas à Paris, qu'on ne peut pas se déplacer pour une raison ou pour une autre, de quand même pouvoir s'approprier ce répertoire cinématographique. Alors, Serge Bromberg, vous êtes Lobster Film. Oui, pratiquement, oui. Pratiquement. Oui, pratiquement, la société a changé de nom, mais vous vous appelez comment aujourd'hui? FPA, c'est beaucoup plus anonyme. Ah, d'accord, Voilà. ok. Mais moi, je vous connais sous le nom de Lobster. Voilà, absolument. Lobster ou FPA, voilà. Alors, vous êtes avec nous parce que vous avez... En fait, votre travail, c'est rénover, remasteriser des films du patrimoine. Alors en fait, mon travail, c'est Entre effectivement... autres, hein. Entre autres, mais la réalité, c'est que mon travail, ce n'est pas de restaurer des films, c'est de restaurer les spectateurs. C'est-à-dire j'adore. de travailler à rechercher des films rares, perdus, qui sont très souvent en très mauvais état, les restaurer, comme vous le dites, les numériser, les remasteriser, c'est de la technique, c'est pas très intéressant. Si, oui, évidemment. ça nous permet de les redécouvrir. Non, c'est totalement passionnant. Mais le but, in fine, ce ne sont que des moyens. Le but, c'est véritablement de restaurer la magie du film, c'est-à-dire ce moment de rencontre entre le spectateur et le film lui-même, qui souvent a été oublié depuis très très longtemps et qui reste quand même quelque chose d'absolument magnifique. Bien Donc, sûr. quand on tombe devant une pépite, on se dit « Ah, il flûte !» Les noms des acteurs, les noms des réalisateurs sont évidemment oubliés puisque c'est des films qui ont 100 ans. Le film que nous évoquerons dans quelques minutes a 98 ans, donc évidemment tout le monde l'a oublié. Et pourtant, quand on le regarde, on se dit « Mais quel document absolument incroyable ! Quel dommage qu'on ne l'ait pas vu davantage !» Eh ben, si on l'a pas vu davantage, c'est parce qu'il n'était pas restauré et que personne ne savait plus qu'il existait. Donc ça, c'est le moyen. Mais la deuxième chose, c'est que grâce à Diasporama et à des festivals de ce type, on peut redécouvrir des œuvres rares. Tout à fait. Alors, ce film s'intitule Surrender, l'otage en français. J'ose pas imaginer que ce nom, quand même, on alors l'emploie ça tombe beaucoup. effectivement assez mal compte tenu du contexte et de l'actualité aujourd'hui. La réalité, c'est que le film évoque dans un cocktail tout à fait étrange. Nous sommes en 1927. Alors, avant que vous nous parliez du contenu, j'aimerais dire que ce film, je voudrais que vous notiez la date, sera projeté à l'Espace Rachy, 39 rue Broca, le dimanche 2 février à 15h30, et que non seulement Serge Brombert vous présenterez le film, mais comme c'est un film muet, vous l'accompagnerez au piano. Vous êtes auteur, réalisateur, producteur et pianiste. Alors, c'est important, hein. Oui. Et c'est pas la première fois que vous accompagnez Pas du tout. un film au piano, surtout à Rachy. De quoi s'agit-il? Alors, ce film est une pure fiction et il évoque, donc nous sommes en 1927, c'est très important, oui, et il s'inspire d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Peau bouillée. oui, Et, bien sûr. Voilà, et en réalité, c'est cette histoire d'un dilemme où un village juif, en l'occurrence, est envahi par les Cosaques, et le patron des Cosaques dit au rabbin, écoute, c'est très simple, soit tu m'envoies ta fille pour que je passe une nuit avec elle, soit je brûle le village et ce sera le pogrom. Voilà. Donc, en fait, c'est la mécanique de Bobouille, pareil, mais
C'est adapté donc dans un contexte très particulier et le film a des images d'une intensité, c'est une fiction, une pure fiction, d'une intensité absolument éblouissante. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. Alors moi non plus, évidemment, mais moi encore moins. C'est un film de 1927 Oui, quand même. 1927. Et comment vous l'avez découvert? Alors, c'est une production hollywoodienne, ça a été produit par un grand studio qui s'appelle Universal et les acteurs. L'empereur cosaque est interprété par un très célèbre acteur qui s'appelait Ivan Mosjoukine, acteur russe qui avait fait une carrière en France. C'est lui qui avait été le premier Casanova. C'était vraiment le Gérard Philippe des années 20. D'ailleurs, Romain Gary disait que son père, c'était Ivan Mosjoukine. C'est vous dire à quel point c'était un mensonge, mais Romain Gary était dans cette dualité de manière constante. Et l'actrice, c'est Mary Philbin, qui jouait dans Le Fantôme de l'Opéra, qui était la grande star de Universal à l'époque. Et le principe, c'est que en parlant de Mosjoukine à un ami aujourd'hui défunt, Lenny Borger, il me dit « Ah, mais tu devrais essayer de trouver Surrender ». Et j'ai cherché un petit peu partout. Nous sommes tombés sur une copie de ce film qui est à peu près invisible. Et voilà, on l'a numérisé, on l'a sous-titré. Et on va le découvrir en première mondiale à Rachy, quoi. C'est extraordinaire. Première mondiale. Voilà. Là, je vois que notre ami réalisateur nous montre une photo. Je ne sais pas s'il y a un son. Non, il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Hein. D'accord. Donc, c'est évidemment des photos du film. Je ne sais pas si on le voit, voilà. Alors, Surrender, donc ce film inconnu au bataillon, vous l'avez découvert, il dure 80 minutes et en fait, il est presque dans une forme d'actualité. Le chantage, l'antisémitisme, le pogrom, c'est épouvantable, jamais on n'aurait cru ça. Je crains malheureusement que cette actualité dure depuis évidemment extrêmement longtemps, bien avant le 7 octobre, bien entendu. Mais il y a étrangement dans ce film, dont les principaux personnages sont vraiment des juifs religieux pratiquants. C'est un village un petit peu comme Leibrak, c'est un shtetl, mais un shtetl presque de Hollywood. C'est une caricature de shtetl. Et en réalité, on atteint quelque chose de plus universel, puisque dans Pot-Bouille, il n'est pas question de religion juive, mais la mécanique est la même. Donc, c'est un cocktail très étrange. Edward Sloman a fait peu de films et tous parlent donc de la vie pas forcément dans les shtetl, mais en tout cas des populations juives, soit avant, soit après l'émigration du début du XXe siècle. Et ce film est absolument Alors, saisissant. Est-ce qu'on sait pourquoi ce film a été fait? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il y avait énormément de producteurs juifs à l'époque à Hollywood qui voulaient plaire à un certain public? Est-ce qu'on sait dans quelles conditions ça a été réalisé, Serge? Alors, c'est ça qui est très étrange. C'est qu'il y a deux sortes de cinéma juif aux États-Unis. Il y a le cinéma pour les populations juives, essentiellement d'ailleurs des cinémas du temps du cinéma sonore qui parlaient en yiddish. Oui. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Mais là, ce film-là est clairement un film qui parle des populations juives, mais qui est destiné au très grand public américain. Je veux dire, ce sont des stars internationales et à l'évidence, le public visé, c'est le grand public. Mais oui. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va voir un film spécialisé, ethnique, dédié spécifiquement à telle ou telle frange de la population. C'est véritablement un film hollywoodien qui a une vocation de distraire, entre guillemets, à travers cette histoire et cet événement tragique. Alors c'est un film tragique, c'est quoi? Léger, tragique, les deux? C'est étrange, c'est-à-dire que comme toujours à Hollywood, on évoque des thèmes tout à fait tragiques, on les montre, et puis à la fin, de manière extrêmement improbable, il y a toujours un twist, et puis quelque chose, on se dit, oh là, il y a le scénariste qui est intervenu, et voilà. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Mais ça fait partie aussi de l'histoire du cinéma et de l'histoire du monde. Alors, comment vous allez illustrer au niveau musical ce film? Alors, il faut que vous sachiez une chose, il y a différentes stratégies pour illustrer au piano un film. Il y a des gens qui composent de manière très très sévère, très serrée, etc. En général pour des orchestres. Moi, j'ai une stratégie totalement inverse. J'arrive, au moment où je pose mon derrière sur le siège, je n'ai aucune idée de ce qui va sortir de mes doigts
et du piano. Ah oui, vous improvisez. Absolument, intégralement. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai même pas une idée de ligne mélodique. Mais vous ou quoi que ce connaissez soit. le film par cœur quand Je même. connais le film pour l'avoir traité, restauré, etc. Mais je veux dire, le moment de la musique est aussi un moment partagé avec le public. Donc on est entre le public et le film. Si l'ambiance est bonne, voilà, on se laisse porter et mon esprit joue ce qu'il a envie d'entendre. Je suis un peu presque... Je ne pilote pas mes doigts. Ah, c'est C'est extraordinaire. extraordinaire, mais c'est passionnant Oui. parce que ça me transforme de pianiste en spectateur. Oui, quand c'est même vrai aussi. extraordinaire. C'est vrai aussi. Alors, justement, donc, ce film Surrender, hein, il faut réserver, ça va partir très vite. Ça part déjà très vite. Donc, le 2 février à l'espace Rachi à 15h30 et on réserve sur diasporama.net. Là, on a tous les moyens ou sur l'espace, le site de l'espace Rachi, mais je crois plutôt Diasporama. Diasporama. Alors, justement, Serge, récemment, on va parler un peu de ce que vous avez fait en général. Donc là, on a compris le film Surrender du 28 janvier au 10 février, Diasporama. On en a déjà parlé et on continuera à le faire. Ce que j'aimerais que on reparle un peu du travail colossal que vous avez réalisé il y a quelques années, à l'époque où vous étiez Lobster, mais quelque part vous l'êtes toujours, avec ces coffrets de films yiddish. Et tout récemment, il y en a un qui est ressorti, entre guillemets, dont on a énormément parlé. C'est à la suite de l'exposition qu'il y a eu hommage sur le D-Book et qu'il y a encore jusqu'à la fin du mois. Si vous n'y êtes pas allé, courez-y. Une expo extraordinaire. C'est obligatoire, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de doute. Et le film que vous avez restauré, on le trouve aussi, d'ailleurs il est en vente au Mage. Il est exceptionnel parce que vous nous permettez de nous réapproprier ce film que moi j'avais vu en étant étudiante il y a très longtemps dans un état assez lamentable, faut dire les choses, on comprenait même pas tout à fait ce qui se passait, et là en voyant la restauration que vous avez effectuée sur ce film, mais l'histoire est claire, précise. Et alors, il y a deux versions. Il y en a une longue et une courte. Et c'est de cela que j'aimerais que vous nous parliez. Ah, c'est très étrange. En fait, quand on restaure un film, la première étape, c'est d'être certain que la matière dont on parle, le son et l'image, sont les meilleures possibles. Supposez que vous ayez une copie floue, vous pourrez travailler autant que vous voudrez, l'image sera floue à l'arrivée. Bien sûr. Comme le dit la sagesse populaire, on ne retransforme pas un hamburger en vache. Oui. Donc, la première excellent. étape est donc d'essayer de ratisser le monde pour voir quels sont tous les éléments qui survivent, les différentes copies, les différents négatifs, et de les comparer plan par plan, voir ce qui est le mieux, etc. Il se trouve que très rapidement s'est installée l'idée, et d'ailleurs la constatation, qu'il y avait eu une sortie du film probablement en 1937 qui était très longue. Le film durait 2 heures. Mais que dans toutes les sorties ultérieures, y compris celle qui avait lieu en 1986, la ressortie que vous évoquiez dans votre présentation, le film était abrégé d'environ 30 minutes. Et du coup... On sait pourquoi il avait été abrégé ? Non, alors là, il y a un vrai mystère, probablement parce que 2 heures, c'est long. C'est long vrai. pour un spectateur lambda. Et en même temps, il n'y a pas de longueur. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Le film est une magie absolue. Mais peut-être certains chants, certaines prières ont été raccourcis parce qu'ils estimaient que ça ne rajoutait rien à l'histoire. Et puis peut-être, ça permettait de rajouter une séance dans la journée si le film était un petit peu plus court. Bref, nous avons eu la chance de pouvoir tomber sur un élément, grâce à la collaboration d'ailleurs de la Cinémathèque française, sur un élément de la version courte d'extraordinairement bonne qualité, et une copie, la seule copie apparemment survivante, de la version longue qui a été retrouvée à la Cinémathèque de Jérusalem, qui est de qualité assez médiocre, et qui a un gros problème, c'est qu'elle est sous-titrée en hébreu. Oui. Et du coup... comment enlever les sous-titres d'un film. Et là, on a été un petit peu battu, faut dire. Donc, étrangement, quand on voit la version restaurée, il y a certaines séquences où les sous-titres en hébreu sont cachés par des petits cartels. Mais bon, c'est
très très mineur, et ça permet en tout cas de voir le film dans son intégrité et dans l'intention originelle. La vraie différence en fait, et c'est d'ailleurs la démarche que nous avions eue il y a donc maintenant une dizaine d'années en publiant ces coffrets, c'est d'essayer de donner la voix au yiddish natif, c'est-à-dire dans les années 30, les gens on entend la musique du Dibouk. On entend derrière, la musique du Dibouk. Tellement envoûtant. On écoute quelques secondes. Bien sûr. Je vois tout à fait le moment auquel ça correspond parce que c'est un film que je travaille avec mes étudiants en yiddish et merci de cela parce que vos coffrets nous sont très précieux. Mais c'est fait pour ça, vous voyez, je l'évoquais tout à l'heure, le fait de faire revivre les films en les remontrant à un public. C'est à ce moment-là que ça se passe. Quand vous donnez des cours grâce à ce DVD, les gens, vos étudiants ne voient pas un vieux film très difficile à regarder, très difficile à entendre. Ils voient quelque chose de formidable qu'ils peuvent étudier sur le fond et qu'ensuite ils iront à leur tour partager. En réalité, puis ça permet d'entendre un yiddish natif, comme vous dites. Absolument. Et en fait, c'est une nostalgie. Moi, mes parents parlaient yiddish pour que je ne comprenne pas. Vous connaissez, on connaît tous cette blague et cet état de fait. Mais quelque part, j'avais envie maintenant que mes parents ne sont plus là, de retrouver cette mélodie de la génération d'avant, de la langue. Je la trouve extrêmement belle. Alors évidemment, il y a des gens qui aujourd'hui étudient, travaillent encore le yiddish. Mais là, ce que je voulais qu'on entende, c'était des gens qui parlent yiddish comme vous et moi parlons français. Voilà. Vous savez, c'est un peu... Ouais, ça c'est du yiddish. Ah oui. On a un peu entendu, c'est vrai, c'est toujours le Dibouk. Alors, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'à chaque fois que vous rénovez un film comme ça, vous découvrez des pépites, il y a des choses des surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas? Il n'y a que des surprises. En général, les surprises sont mauvaises. C'est-à-dire que quand on part... oui, carrément. Non, mais c'est pas ça. C'est quand on part dans la stratégie de restauration d'un film, on se dit tout va bien aller. J'ai une ou deux copies, j'ai un ou deux éléments négatifs. Je vais mettre ça dans la grande machine technologique. Et puis avec les équipes, on va travailler, on va restaurer ça. Et puis évidemment, les choses ne se passent jamais comme on l'a prévu au départ. L'exemple du Dibouk avec sa version longue et sa version courte, c'est l'un de ces exemples-là. Donc... Ce qui m'ennuie un peu toujours, c'est de parler de mon travail de restaurateur parce que d'une certaine manière, quand on va chez Ducasse, on lui dit pas qu'est-ce que vous mettez avec tel plat, est-ce que vous mettez telle épice et tel truc. Non, il amène une assiette et il dit voici ce truc et là on déguste et on déguste. Oui, mais la différence, je m'excuse peut-être, c'est qu'il y a une certaine génération dont je fais partie qui avait vu les films autrefois. Donc nous, on voit la différence. Moi, je me souviens de la première projection de Mirko Menon au Centre Medem Arbetering, où la majorité du public avait vu le film 40 ans avant. Et où tout le monde pleurait dans la salle parce qu'enfin, on entendait, grâce à vous, on entendait enfin les enfants juifs qui parlaient, des enfants juifs d'avant-guerre qui parlaient un yiddish naturel. Mais on était tous dans un état parce que dans l'ancienne mouture, on n'entendait quasiment rien. Donc, c'est quand même important. Et évidemment, il y a un côté Dr Frankenstein dans mon histoire. Oui, le complètement. Dr Frankenstein, c'est celui qui transforme des corps ou des images mortes, sans vie, vers quelque chose de vivant. Alors après, ça peut faire un monstre, comme dans le film comme dans le roman de Shelley et dans les films des années 30, mais parfois ça fait des grands moments de vie et d'éblouissement. Je me vois souvent dans ce rôle du docteur Frankenstein qui va redonner vie à des voix et à des visages. C'est étonnant. D'ailleurs, tout restaurateur de films anciens sait qu'il ne travaille que sur des films dont les acteurs, les réalisateurs, les techniciens ne sont plus là. Bien Donc sûr. il y a une sorte de responsabilité très étrange d'essayer de redonner vie à des ombres
c'est complètement passionnant. Mais le métier Et de vous le réalisateur- faites, Oui. et vous le faites bien. Mais et en c'est en même temps, Lise, vous n'arrêtez pas de dire vous le faites. Mais le travail de restaurateur est un travail de modestie et d'oubli. On essaye de s'effacer. Une fois que le film est restauré, Oui. c'est le film qui compte. C'est pas le restaurateur. Non, Je mais vais- sans vous, il n'y aurait pas le film. Bah, Donc, bah, je bah. m'excuse, mais voilà. Moi, j'admire ce travail réalisé parce que vous nous transmettez et vous ne vous rendez peut-être pas compte tout ce que vous transmettez aux jeunes générations. En tout cas, je me rends compte combien c'est important aussi pour moi. Mais oui. Ces Ah bah films-là, voilà. c'est mon essence même. Bien sûr. C'est Alors, Surrender, l'otage de Edward Sloman, un film qui va passer dans le cadre du festival Diasporama. Il va passer le 2 février à 15h30 à l'espace Rachi. Vous présenterez le film, vous l'accompagnerez au piano. Et vous découvrirez Ivan Mosjoukine, l'immense Ivan Mosjoukine. On a hâte d'y être. Et donc, ça va être un très, très grand moment. Vous allez voir d'autres films, j'imagine, Bien entendu. dans le cadre de Diasporama. Nous, on continue à en parler sur Radio J du 28 janvier au 10 février. On va sur diasporama.net et on s'inscrit parce que tout part très vite. L'avantage, c'est que si on ne peut pas se déplacer pour une raison ou pour une autre, eh bien, on peut voir le film chez soi en streaming. C'est un vrai plus, un vrai bonheur. Alors Serge, j'ai eu envie de vous faire plaisir puisqu'on parle de films yiddish. J'ai eu envie qu'on termine avec une comédie musicale américaine qu'on adore tous. Tradition, un violon sur le toit, a fiddler on the roof, et on vous retrouve dans le cadre de Diasporama. Merci d'avoir été avec nous. À très vite. Au revoir. Ja, ins Haus von unser heiliger Teure sind wir also ausgestanden Teures ob Teures. Bei uns in Anatevki tut men als Leute der Teure. Men esst Leute der Teure, men schläft Leute der Teure und men tut sich an euch Leute der Teure. A Hitler vom Kopf, a Teleskop neu vom Leib, als Zeichen, als Gott ist a Vater und wir sind ein Geschoff. Fragt sich a Frage, wie also hat sich das Salz angehäuben? Oh, will ich auch sagen, als ich weiß nicht. Die Teure. Und Taki bis Russ unserer Teure weiß jeder von uns, wer er ist und was Gott hat ihm befehlen. Radio J. Tag und Nacht, was Musik in und Glocken, schleppen euch den Boden, bringen euch dahin und wer hat das Recht zu sitzen heute an und haben euch das letzte Wort. Wer von uns darf auch bitten, na jiddisch Häus, hat sich die Häus, a koscher Häus. Wer da segen Kinder hat, läuft der Scheuß, gedei wer dachte, sonst sich kein nicht läuft. Die Mame, die Mame, die Beine, die Mame, die Mame, die Beine. In Cheder hat men mich geschickt, gewinnt a bloß 3 Jahr. Me sagt a Kalle, wat euch mir ist hoff, a Scheine, die Beine. Die Beine, die Beine, die Beine, die Beine. Und kascher das Fleisch, mir scheu mein Mame heiß. Und wer wird sein mein Hosen, der darf den Donner weiß. Die Dächte, die Dächte, die Beine, die Dächte. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J,
Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.